Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, c'est Noah Thomas, vous êtes bien dans Top sur Top, votre podcast de débat d'opinion ping. Et je suis accompagné, comme de coutume, de Foucault Simonin. Salut Foucault. Salut Noah, ça va ? Ouais, ça va super, et toi ? Bon ouais, très bien. Bon, ça fait plaisir de te revoir, comme au dernier épisode t'étais pas là. Et puis je suis aussi accompagné évidemment de Damien à l'interne. Salut Damien, comment ça va ? Salut Noah, j'espère que tu vas bien. En tout cas, même question que Foucault. Et écoute, on résiste à la chaleur en ce moment. Donc, avant l'arrivée de cette canicule, il y a 4 jours, s'est achevé le feeder d'Henbon, deuxième expérience française à ce niveau-là, au niveau des feeders, au niveau international, après Lille fin janvier. Seulement au niveau des résultats purs et durs, seule une Française, Pritika Pavad, a atteint les demi en simple, ce qui reste un résultat assez décevant pour elle et son statut de tête de série numéro 1, et seule top 30 qui était présente sur le plateau. En revanche, 2 titres ont été remportés en double homme et mixte par la délégation française, par la Team Rocket d'Esteban Dor et Florian Bourrasso en double homme. Faut le dire, on s'y attendait. Et l'exploit, l'épopée du tournoi, le titre de Nina Guozeng et Nathan Pilar, âgés respectivement de 15 et 18 ans en mixte. Alors les gars, est-ce que ce feeder vous a déçu ? Est-ce que vous êtes un peu resté sur votre faim ? Parce que forcément, qu'on les préféré ou qu'ils soient au même niveau, il y aura une comparaison qui va se faire avec celui de Lille. Oui, après, le contexte est quand même un petit peu différent, la période est un peu différente aussi. On a eu, au niveau ping aussi, on a eu pas mal d'actualités aussi, alors que celui de Lille était peut-être mieux positionné parce qu'un peu moins, on va dire, il n'y a pas eu les championnats du monde par équipe avant, etc. Mais déçu, non. À vrai dire, pour moi, c'est juste une question de calendrier. J'étais quand même content qu'à partir des demi et des finales, il y avait quand même l'air du monde, qu'il y avait l'air d'avoir du monde. Donc, globalement, c'est bien par rapport à d'autres feeders. On répète encore. Il y a une attente dans le team français. Et ça, c'est cool. Peut-être plus déçu au niveau sportif parce que autant sur les doubles, c'est très bien. La Team Rocket, on la connaît maintenant. C'est une des meilleures paires de double au monde. Et la paire Nathan Pilar et Nina Guozeng, ça a été un peu la surprise du chef. Mais par contre, la déception, elle est plutôt en simple, parce que c'est vrai que quand tu as Pritika Pavad, tu t'attends à avoir un titre côté féminin, et côté homme, pas de Français dans les derniers carrés. Donc c'est un peu dommage. Foucault, ta réaction un peu globale sur le tournoi ? Ouais, je suis globalement d'accord. Je serais peut-être un poil déçu quand même moi par l'ambiance. Je pense que quand même Henbon c'est une salle qui est quand même très sympa, qui est une grande salle, et je trouvais que la comparaison par rapport à Lille faisait de la peine quand même. Mais bon, c'est vrai que comme Damien, c'est surtout sur le niveau sportif que je suis déçu, même si bon, j'avoue que autre chose que la victoire de Dor et Bourrasso en double aurait été décevant pour moi, donc j'avoue que je m'y attendais. Alors c'est très bien, hein, mais ça fait quand même partie des meilleurs doubles mondiaux, donc qui gagne un feeder, j'avoue que je m'y attendais. Là, c'est plus une surprise en double mix, même si il y avait quand même la possibilité, vu qu'il n'y avait pas de gros double mixte. On savait que c'était possible avec beaucoup de doubles français, et c'est Pilar et Guozeng qui ont créé la surprise, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'au niveau individuel, il y a Pavad en simple qui a même été pas loin de se faire éliminer contre Jade Huyn, la jeune française en 8ème, et qui fait une compétition un peu décevante en se faisant éliminer par Major, en faisant un match où elle a alterné le bien et le moins bien, et où c'est pas encore super régulier. Et moi je pense que c'est presque plus du côté masculin que je suis déçu, parce que même Jules Roland qui se fait éliminer en quart, alors je pense qu'il pouvait avoir un tableau pour au moins aller en demi.
je pense qu'on aurait pu espérer un peu mieux et c'est dommage. Mais voilà, donc globalement, bonne surprise en mix, mais sinon, ouais, globalement assez déçu. Mais bon, ces derniers mois, on avait toujours été globalement content des compétitions avec des Français, donc à un moment, fallait bien avoir des compétitions, on allait être un peu plus déçus. Voilà tout. Ouais, c'est sûr, comme tu as dit, on a été comblé sur ces dernières semaines, derniers mois, encore plus là avec la médaille au championnat du monde. Donc c'est un peu dommage, on va dire, dans la temporalité, que le moment où on est un peu déçu, où ils répondent pas totalement à nos attentes, on va dire, les Bleus n'ont pas totalement répondu aux attentes qu'on avait, que ce soit sur un tournoi français. Maintenant, moi, ce qui m'a déçu, comme tu l'as dit, Foucault, je suis plus de ton avis au niveau de l'ambiance. Peut-être que je surévalue l'ambiance lilloise parce que j'y étais le dernier jour, mais même le vendredi, j'ai eu l'impression de voir plus d'ambiance que Hennebont le samedi et le dimanche. Alors qu'en plus, à Hennebont, en quelque sorte, on avait la chance que le feeder commence le mercredi, donc se termine le dimanche et puisse profiter des 2 jours de week-end. Et enfin, c'était même un week-end rallongé. Mais au moins, les supporters ont pu venir en nombre le samedi et le dimanche. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas tant que ça, énormément d'ambiance. J'étais un peu déçu à ce niveau-là, même que ce soit sur les réseaux ou au niveau des médias présents. J'ai vu peu d'engouement. Faut le dire, Lille est beaucoup moins. Alors, Lille, c'est pas le centre névralgique de la France parce que je vais dire, mais est beaucoup moins desservi, que ce soit par, desservi au niveau ferroviaire, même en voiture, c'est beaucoup moins proche, donc ça va beaucoup moins converger vers Hennebont que vers Lille. Donc, je suis pas forcément étonné qu'il y ait eu moins d'ambiance, mais quand même un peu déçu à ce niveau-là. Et puis au niveau purement sportif, moi j'ai été encore une fois déçu par Pritika, malheureusement. J'avais pas voulu, enfin, par rapport au championnat du monde, en fait, pour moi, sa victoire face à Ying Han, pardon, faisait que je pouvais pas être trop critique, malgré sa belle contre Bernadette Sox qui m'avait, comme je l'avais dit, ça me laissait un goût un peu de non-aboutissement. Ça me laissait un peu sur ma faim. Mais avec sa victoire face à Ying Han, ça compensait un peu en quelque sorte. Et puis elle avait quand même emmené Bernadette Sox à Abel. Et là, franchement, enfin, c'est plus que de la déception parce que certes, Bajor était tête de série 3, venait de remporter le feeder d'Istanbul, sa première victoire en feeder. Là, elle fait finale contre Yitian. Donc c'est une Bajor très en forme, qui avait aussi, qui avait aussi perfé contre Kwaiman au championnat du monde. Donc c'est une Bajor très en forme, qui est peut-être à son meilleur niveau ou très proche de son pic en carrière. Mais quand elle mène de 2 manches, Critica, elle est quand même membre du top 30, enfin, plus qu'éminente de l'équipe de France. Et même les 2 premières manches, elles sont vraiment arrachées. Elle a besoin du soutien du public. Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu déçu. Puis même dans le tableau homme, en fait, on a eu pas mal de qualifiés. Enfin, on a eu quelques qualifiés. On avait énormément de joueurs qui participaient au tableau de simple homme, enfin, qui étaient sur la première liste, enfin, sur la liste. Et au final, il y a eu très peu de qualifiés, rien que pour les 8e. Et c'est ça, c'est pareil, en fait. J'ai un peu un goût de. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il manquait quelque chose. Il manquait de la ferveur. Il manquait des joueurs au 2e tour. Il manquait un peu de tout. Et par contre, là, c'est peut-être le plus gros motif de satisfaction, c'est au niveau du simple femme. Enfin, forcément, les motifs de satisfaction, on a aussi les titres. On va pas cracher dessus et faire les fines bouches. Mais au niveau des femmes, j'ai trouvé qu'on avait énormément de satisfaction au niveau des jeunes. Que ce soit Léana qui fait un très bon match contre Sachioki, et c'est dommage parce qu'elle ne se qualifie pas. Jadioun, exceptionnel contre Pritika. Moi, j'ai cru jusqu'au bout parce que j'aime beaucoup Jade et que même je la vois progresser parce que je regarde pas mal ses matchs, que ce soit au niveau jeune ou même ou même au niveau de la Pro B avec ici Anthony. Et je pense que c'est une des jeunes françaises les plus en forme sur ce début de saison 2026, voire même sur la saison 2025-2026. Et puis après, franchement, moi j'ai été content de voir Corinne Chaffelin, de voir Anaïs Salpin. Et ce qui est dommage, c'est que même au niveau des joueurs masculins
qui venaient un peu pour faire le show, pour s'amuser, entre guillemets. Quand on voit les Mathieu de Saint-Hilaire, Benjamin Brossier, par exemple, il n'y a pas eu de résultat à la clé. C'est que Mathieu de Saint-Hilaire il s'incline au premier tour, Benjamin Brossier aussi. Bon, certes, battu par deux Français, Hugo Deschamps et Jules Roland, mais chez les femmes, on a eu beaucoup plus. Et puis, la plus grosse satisfaction, j'ai failli l'oublier. Désolé. Désolé les gars, ça a coupé. Vous m'entendez maintenant? Oui, on Oui. t'entend. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok. Ah ouais. Donc pour moi, la plus grosse satisfaction, et il faut surtout, enfin, j'allais l'oublier, faut surtout pas faire ça, c'est Cléa de Stoppelaar qui fait quart de finale, qui tire la dragée haute à Yehitian en quart de. Pardon. On t'entend. Je suis désolé. On t'entend bien en tout cas, mais Attendez 2 secondes. Vous m'entendez là? ouais. Donc oui, la plus grosse satisfaction, forcément, c'est Cléa de Stoppelaar qui arrive en quart de finale, qui tient la dragée haute à Yehitian, justement, sur ce quart-là, et qui fait pas un mauvais parcours, même si elle est wildcard et qu'elle a des bons tirages, avec Rachel Moret, qui est quand même tête de série numéro 5, puis Gaëtan Bled aussi à souligner. Et puis vraiment, moi, sur le match contre Yehitian, j'ai été vraiment impressionné, et je trouve ça aussi, le point positif pour moi, c'est aussi le fait qu'elle ait su rebondir après la descente d'Argenton-Bayard. Et justement, je trouve qu'elle prouve qu'elle méritait cette wildcard, alors que j'étais un peu sceptique, faut le dire, par rapport à d'autres joueuses. Quand je vois que Nina, justement, n'a pas eu de wildcard, je crois que ça avait été fait par rapport au classement, que Cléa était peut-être au-dessus au classement WTT à ce moment-là. Mais voilà, j'étais un peu sceptique et franchement, elle a effacé tous mes doutes. Donc bravo à Cléa et moi vraiment, les jeunes côté filles m'ont beaucoup impressionné. Oui, complètement. Pour, ouais, pour revenir juste sur l'ambiance, que j'avais aussi trouvé bien à Lille, c'est qu'on avait eu l'ambiance dès les qualifs. Moi, je me rappelle notamment des matchs de Thomas Guignat à Lille où on avait tous les enfants qui étaient venus, qui avaient apporté beaucoup d'ambiance. Donc là, vraiment, fallait attendre le week-end. Et encore, le week-end, ça restait assez discret. Enfin, je Ah. voulais juste préciser ça sur l'ambiance. Ouais, c'était un peu plus feutré. C'était un peu moins champêtre. C'était un peu plus. Alors après, il y avait des passionnés, etc. Mais c'était un peu plus feutré. On va dire, il fallait vraiment attendre samedi, dimanche. Après aussi, Hennebont n'a pas la capacité de Lille en termes de nombre d'habitants, etc. Et puis, bon, voilà, le jour de la semaine, c'est toujours compliqué d'y aller. Lille avait trouvé la solution avec des écoles, etc. Pour pouvoir amener du public. Moi, côté français, si je reviens sur la partie sportive, sur Pritika Pavad, et tu parlais de manque de régularité sur le match de Natalia Bajor, je suis un peu en accord parce que il y a franchement des très bonnes séquences, notamment quand elle arrive à faire son service pioche, un petit peu de rebond sur le coup droit. Elle avait beaucoup gêné Natalia Bajor, et à ce moment-là, tu vois que en coup droit, tu sens qu'il y a un petit peu des choses qui se débloquent, quand même, par rapport à il y a quelques mois. Mais c'est clair que par contre,
il y a un peu des moments où elle cherche un petit peu ses schémas de jeu. Tu sens qu'elle est un petit peu en difficulté, notamment quand l'échange il dure, quand il y a de plus en plus de combats un peu plus loin de la table. C'est ça, Tu le sens nombre de défenses un peu ouais, rupteurs ouais, voilà. qui sont sortis, tu vois, de chops mal exécutés, parce qu'en fait, c'est Mm. pas des chops, c'est tu reprends la balle du mieux que tu peux. Il y en a beaucoup trop sur ces matchs. Et en fait, c'est pas pour dire elle chope trop, elle fait la défenseuse ou quoi que ce soit. Je suis pas un ignare, mais c'est pour dire que ce qui l'amène à faire ça, c'est le manque de contrôle à partir du moment où l'échange dure un peu trop, comme tu as dit. Ouais. Ouais, ouais, et puis d'une certaine manière, même si elle avait battu Natalia Bajor, ça aurait été très compliqué contre la Taïwanaise derrière. Parce que justement, là, on aurait vraiment eu des échanges très longs avec beaucoup de rythme, beaucoup de cadence. Et là, on voit que sur ces typologies de schémas, on sent que Pritika elle a encore des fragilités. Et le problème, tu vois, quand tu parles du coup droit, c'est que moi, depuis le début de l'année, en fait, enfin, je l'ai dit beaucoup, justement, je crois que c'est avant l'épisode Avant les mondes ou l'épisode d'encore avant, où je commence à un peu critiquer Predica. Et je l'ai beaucoup dit, le fait qu'elle progressait sur pas mal d'aspects techniques sur ce début de saison. Sauf que je trouve ça un peu facile de dire qu'elle progresse sur énormément d'aspects techniques si au final, elle fait autant de contres que depuis ce début d'année. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que enfin, on a l'impression qu'elle progresse, mais qu'elle a peut-être pas tout mettre en place tout le temps, et peut-être que les autres progressent aussi un peu plus. Ouais, ouais, moi je sens aussi, moi dans ce match face à Major, je sens aussi un certain, une certaine manque de confiance, quoi. J'ai l'impression que bête dans ses fautes en top coup droit ou je trouve que moi elle a surtout fait beaucoup de fautes en revers, moi je trouve sur le match contre Major. Mais mais en tout cas ouais je sens un manque de confiance et ce qui l'aide pas à se libérer et donc je trouve parfois il se crispe, ce qu'il a fait un peu raté et ouais c'est ce que en tout cas c'est ce que je ressens dans les matchs de Pretty. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, un manque de lucidité, et un peu de précipitation, je trouve, en revers. Elle veut un peu trop vite conclure le point, même en coup droit, parfois, j'ai l'impression qu'au lieu de faire un top, elle veut directement claquer la balle, c'est un peu bizarre. Et pourtant, enfin, c'est seulement sur un point, mais pourtant, elle a eu la lucidité de faire je crois que c'était en quart de finale, de faire un petit amorti. Et souvent, c'est révélateur quand tu fais un amorti, je trouve. C'est contre cette Cherokee, quand tu fais un amorti comme ça sur une balle haute, ça veut dire que t'as confiance en toi. Ça veut pas dire que tu as gagné le match ou que tu vas le perdre, ça veut dire juste que tu es dans une bonne période et que tu as confiance en toi. Et là, Pritika, j'ai l'impression ouais, qu'elle traverse une petite crise de confiance. Et justement, est-ce que le fait de s'aligner sur ce feeder, le but, c'était pas de reprendre de la confiance avec un titre. Ah, je pense que c'était l'objectif. Après, il y a l'objectif et le résultat derrière. Euh, Après, là où je suis un tout petit peu moins dans un aspect négatif, c'est que malgré tout, elle perd pas contre n'importe qui derrière. Natalia Bajor, elle fait vraiment une sacrée saison 2026. C'est quand même un match qui se termine à la belle. Voilà, ça reste. En fait, ce qui est frustrant, c'est le fait qu'on a l'impression que il y a des moments dans le match où on sent une joueuse plus forte dans pas mal d'aspects, notamment sur l'aspect du service. Tu sens que Predica, elle est capable de énormément varier et tu sens qu'elle a vraiment cette capacité-là, presque d'une top 20 mondiale. Mais par contre, il y a des séquences dans les matchs où on sent que ben voilà, comme vous avez dit, ça veut un peu trop forcer au niveau du revers. Ça essaye de chercher le point gagnant et pas forcément placement. Voilà, il y a des petites séquences où on se dit que finalement, parfois, faire du simple relève de la confiance et essayer de chercher le point gagnant, ça relève peut-être d'un manque d'assurance que la balle, même si l'adversaire la touche, tu sais qu'elle reviendra pas dessus ou elle reviendra de manière favorable. Il y a un peu cette impression de vouloir chercher un peu la confiance en se disant bon, là cette fois l'attaque elle est bien placée, elle est vraiment offensive. Voilà, je pense qu'il y a des petits moments, mais globalement, le match contre Aoki, par exemple, était plutôt sympa de la part de Pritika, parce que là, elle avait joué une joueuse qui était un tout petit peu moins dans l'aspect balle latérale, comme Bajor, un peu plus dans un aspect balle rapide, cadence de jeu. Et là, paradoxalement, c'était un peu mieux. Donc ouais, à voir la suite.
je pense quand même le fait qu'elle ait quand même gagné des matchs, etc., ça va remettre un petit peu de confiance. C'est vrai que quand tu joues des Champions, des Smash, et que tu affrontes tout de suite des top 10 mondiales, bah, souvent, t'as un tour, entre guillemets, tu gagnes assez facilement pour Kritika, et après, derrière, elle affronte les tout meilleurs. Là, le fait de redescendre un petit peu, elle a pu quand même faire un parcours. Mais c'est vrai que je pense sur le papier, elle voulait gagner ce tournoi, en plus à domicile. Du coup, peut-être une dernière impression sur Kritika, ou sinon on passe peut-être comme vous voulez aux jeunes ou plutôt sur le tableau A. Bah non, non, mais je vais faire sur Kritika, c'est c'est peut-être aussi le match contre Jade Huyard qui joue aussi parce que le fait qu'elle ait galéré, je me suis dit oula, c'est dangereux. Et après, elle perd contre Major, donc oui, il y a pas de, il y a aucune honte à perdre contre Major, mais en fait, le mot, je trouve que c'est frustrant, quoi. Parce que t'as l'impression qu'elle peut avoir un jeu vraiment complet, qu'elle, qu'elle peut vraiment être une top joueuse, et qu'il manque un truc, qui manque de la régularité, et c'est frustrant parce que ça fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'on se dit ça, et pour l'instant, il n'y a pas eu de déclic. Alors, est-ce qu'il y aura un jour? Je sais pas. On verra. Et tu vois, juste pour terminer par rapport, quand on parlait peut-être au manque de confiance de Prédicat, moi je me souviens, et je me focalise peut-être un peu trop sur des détails, mais je me souviens quand au Champions de Montpellier, l'EMU faisait signer, enfin montrait les cartes aux joueuses, et j'en avais déjà parlé, et qui montre en coup droit une note à quelque chose comme 80, et Prédicat lui dit non, je mérite un truc comme 66, quelque chose comme ça, enfin un chiffre beaucoup moins élevé. Et enfin, je suis peut-être le seul à voir ça, mais pour moi, Predica a un très bon coup droit. Et elle se sous-estime et beaucoup trop. Et même quand j'avais fait une interview, je lui dis, on a l'impression que tu progresses beaucoup sur ce début d'année, et elle essaye de tempérer, vous voyez. Alors que je suis en train de la féliciter, de dresser une critique positive, des éloges, tout ce que vous voulez, et elle essaye de tempérer justement tout ça. Et je trouve que, ouais, c'est, il y a peut-être un manque de confiance qui réside en elle, malheureusement. Donc maintenant au niveau des garçons, bah, comme je l'ai dit, beaucoup de Français engagés, beaucoup de Français sur la liste de départ, d'ailleurs des tours de qualif, et même beaucoup de Français sur la liste de départ des 16e de finale. Et finalement, déjà très peu, ça s'est très vite écrémé pour les 8e. Oui, oui, complètement. Les espoirs étaient, par exemple, côté français, il était par exemple un Jules Roland qui avait été fantastique lors du feeder de Lille. Et d'ailleurs, on avait un petit peu cette envie, on sentait peut-être encore un parcours similaire quand il bat le japonais Tokori, qui pourtant, en ce moment, ces dernières semaines, joue très très bien et en plus avait fait tomber pas mal de Français avant, notamment Nathan Lam. Voilà, on espérait le voir faire un peu le même parcours et en plus face au Taïwanais Zien Yuchia, bah on voyait du Jules Roland mener 2-0 puis revenir à 2-2, match au couteau avec beaucoup d'échanges, beaucoup de top, etc. Donc on disait bon allez on revoit le Jules Roland. Bon malheureusement c'est pas passé en quart. À mes yeux c'était les meilleures chances françaises. Bon bah c'est pas passé face à un jeune qui a, je trouve, pas mal de potentiel. Alors, peut-être pas futur grand, mais je l'avais déjà remarqué au championnat du monde junior l'année dernière en fin de saison, et c'est un joueur qui est assez complet, qui est assez stable sur pas mal de points techniques. Mais ouais, un peu de déception parce que quand t'as beaucoup d'engagés, tu veux toujours avoir le parcours rêvé, et bah, notamment on voulait un Jules Roland bis à Hennebont, si possible lui-même du côté d'Hennebont, surtout que hormis Feng Yizin qui était vraiment le meilleur joueur sur le papier avant le tournoi, je trouvais que la start list était un poil moins élevée, je trouve, sur ce feeder-là, bon côté homme que du côté de Lille. Malheureusement, ça passe pas pour nous Français. Mais bon, il y a eu quand même des satisfactions dans les dos, comme on avait dit précédemment. Et puis il y a des petites satisfactions. Et puis bon, voilà, Hugo Deschamps, par exemple, pour parler d'Hugo, qui tombe sur Sadek Mutin, qui fait un super tournoi. Et en plus, il perd la belle. T'as quand même pas mal de scénarios un peu contraires, de mauvais tirages, etc. Bon, des fois c'est comme ça, mais bon. C'est pareil, tu vois, Hugo Deschamps,
satisfaction, mais je reste sur ma faim. Il menait 2-0, il perd 12-10 le troisième, et puis il s'incline à la belle. Tu vois, il y a plein de matchs où j'ai l'impression qu'il me manque un truc pour être satisfait, pour être pleinement satisfait du tournoi. Ouais, complètement. Complètement, mais comme je disais, il a manqué le parcours à la Jules Roland quoi, de Lille. Quoi. C'est ce parcours un peu fou qui arrive jusqu'en finale. Finale en plus contre Verdon Shot, etc. Voilà, c'est dommage, surtout qu'en plus, on sentait sur ce tournoi que Feng Yizin était vraiment, enfin pas largement, mais en tout cas au-dessus quand même du tournoi, je trouve. Ça montre à quel point ça doit être frustrant pour lui d'ailleurs, pour Feng Yizin, parce que sur ces feeders-là, tu sens que ces tournois sont presque trop petits. Par contre, dès qu'il est en Champions en ce match ou dans les grandes compétitions internationales, tu sens qu'il lui manque des choses, notamment en revers. C'est un joueur qui est complet un peu des deux côtés de la table, mais qui a pas de coup fort. Autant en feeder ça marche parce que justement techniquement il est complet, c'est très compliqué de le déborder. Mais par contre, pas plus haut. J'ai l'impression que c'est Feng Yizin, voilà, c'est le genre de joueur qui peut gagner tous les feeders de la saison, mais qui lui en manquera quoi qu'il arrive sur les plus grosses compètes. Mais de l'avoir eu quand même dans cette à N-Bon, c'est quand même intéressant parce que c'est un joueur du top 40 mondial pour moi. Et en plus, assez impressionnant parce que techniquement, il y a vraiment pas beaucoup de faiblesses. Ouais, pour revenir sur les Français, après Feng Yixin, il y avait la place pour quelque chose. Et malheureusement, que ce soit Hugo Deschamps, que ce soit Jules, ouais, un peu de frustration. On m'a dit qu'il y a un parcours à Jules Roland. Ouais, moi je parlerai aussi de Florian Bourassa, ouais. Parce que bon, vous en avez pas encore parlé, mais je pense que il aurait pu aller un peu loin. Alors il a galéré sur son premier tour et après il a perdu en huitième contre Stoyana. Ça presque dommage parce que je trouve que c'est il a un potentiel dans son jeu. Moi j'adore son jeu avec son revers là surpuissant et c'est dommage. Après voilà comme vous avez dit Jules c'était la plus grand potentiel. Et ouais, c'est dommage, c'est frustrant ce tableau masculin. Après, on n'avait pas de par rapport à Lille où on avait quand même Flavien Coton qui a finalement perdu contre Jules Roland. Là, on n'avait pas de très gros joueurs français. On n'avait même pas de très gros joueurs qu'on pourrait dire de feeder. Donc un Léo de Dresde, un Joël Seyfried, c'est des joueurs qui perdent pas énormément à ce niveau. On n'en avait pas non plus, donc ça, je pense que ça n'a pas aidé non plus à avoir un gros parcours. Donc c'est là où je serais plus aussi nuancé, c'est dans un fait aussi, on y avait beaucoup de personnes qui découvraient ou à qui c'était la deuxième, troisième compétition, qui font pas forcément d'habitude de grosses perfs. Donc ouais, c'est une déception parce que mais surtout pour Jules Roland et pour d'autres un peu plus expérimentés. Mais sinon, je vais dire que c'était un peu attendu. Après oui, on n'a pas eu de surprise avec des gros parcours d'un joueur français qu'on n'attendait pas forcément, alors qu'on a pu voir ça sur d'autres compètes. Mais je parlais pas forcément, j'avoue, de déception à l'exception de Jules Roland. C'est ça, c'est que aussi, quand on parle de déception, et tu l'as évoqué, c'est que forcément, on n'évite pas, sur tous les points, on n'évitera pas la comparaison avec Lille. Et il y avait forcément beaucoup plus de Français présents. Damien, tu l'as évoqué d'ailleurs au tout début du podcast, dû à la programmation du contender de Lagos, qui était sur les mêmes dates exactement qu'Henbon. Et donc, ça fait que à Henbon, en quart de finale, on n'a qu'un seul Français, c'est Jules Roland, au niveau masculin, parce que on sait que que ce soit à Henbon ou à Lille, on a eu beaucoup plus d'hommes qui sont allés plus loin que de femmes. Et par contre, à Lille, on avait 5 Français en quart de finale, pour 2 en demi, alors qu'on n'en a même pas eu un seul à Henbon. Donc c'est sûr que Henbon souffre énormément au niveau de cette comparaison-là, mais c'est forcément dû à la programmation du contender de Lagos. Juste par rapport à Florian Bourrasso, Foucault,
Tu as dit qu'on n'en avait pas parlé. C'était un peu un choix de ma part. Je sais pas pour Damien, mais à part évoquer, je suis désolé, mais parfois je reste un peu bloqué sur certains points. Mais j'ai pas envie forcément d'évoquer pendant plusieurs minutes les services de Niagol Stoyanov qui sont une immondice pour moi et qui ne pourraient pas passer plus d'un tour en Champions ou en Smash, pas à cause de son niveau, mais s'il joue sur une table avec un TTR. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui serait légal pour moi. On attend donc le Stoyanov Tverov. Oui, oui, non, mais Non, je franchement, rigole. moi, non, mais je sais pas, moi. Je sais pas vraiment comment réagir au match de Flo. Enfin, quand Flo fait 2 tours, alors qu'il aurait pu en faire beaucoup plus, parce que Lin Chen-Yun, pareil, il se prend 3-0 contre Stoyanov, qui après que ce soit Lin Chen-Yun, un Cédric Nutin, bon, après, Feng Yixing, ça aurait été plus compliqué, mais Cédric Nutin ou Lin Chen-Yun, Florian peut faire quelque chose face à eux, quoi. J'ai pas forcément de doute sur la capacité de Florian à faire quelque chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis vraiment, la déception pour moi, elle est aussi conditionnée, même si j'en ai beaucoup parlé, par le finir de Lille qui s'est déroulé à peine 4 mois avant et où on avait vraiment eu d'énormes parcours dans tous les sens. Et puis même, on avait eu, moi je me rappelle de Bastien Dupont, qui est peut-être une des plus grosses surprises aussi côté français, Oui. qui sort des qualifs et après qui se fait éliminer par Flavien en 8e. C'est un super match. Et on s'en rappelle tous. C'est un super parcours, je veux dire. Ouais, complètement, ça C'est a une belle manqué un peu. épopée. Ouais, je voulais dire, ça a manqué peut-être vraiment d'une épopée marquante qu'a pu avoir Lille. Des belles histoires. Alors après, ici, il y a eu des belles histoires quand même. Notamment, on peut saluer quand même la grande performance de Thomas Guignard, hein, comme première victoire en WTT. En qualification, mais quand même première victoire. En plus, première victoire en double cette fois ouais, voilà. En double aussi avec un joueur norvégien, je me rappelle déjà plus de son nom. Mais bref. Rosette. Ouais, voilà, Martin Fourdette, ouais, exact. Donc ouais, voilà, bon, il y a ces épisodes comme on connaît dans les feeders français, voilà, ça c'est top et bravo à lui. Non, ouais, ça a manqué un peu de ça. Et puis, comme tu disais, le contender de Lagos, il y avait un peu de tournois qui s'entrechoquaient. Voilà, côté français, avec les parcours qu'on pouvait avoir dans les deux compétitions. Donc, c'est vrai que c'était un peu moins, on va dire, ils ont eu un peu moins le privilège qu'a eu Lille, où pendant cette semaine-là, ils ont eu un petit peu un période creuse du calendrier où on a pu vraiment bien suivre cette compétition et on a pu vraiment, et en plus, top sur top pour le coup, voilà, on était présent, que ce soit avec toi et Pierrick, donc bref, on avait un petit peu plus aussi d'accès, donc c'est vrai que ça rendait un peu le truc, mais puis même en termes audio, on entendait, il y avait un peu moins de bruit, c'était un peu plus entre passionnés, c'était un petit peu plus, comme je disais, un petit peu plus basse clos. Mais bon, ça reste comme un beau feeder, avec quand même deux beaux gagnants à la fin, et quand même Fengi Zing qui participe à une compète, quand même, c'est quand même sympa, et je pense que les gens qui étaient présents sur place ont dû bien se régaler devant un joueur de ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi, Damien, sans top sur top, les compétitions manquent de saveur. Non, mais bien évidemment, les gars, moi, j'étais très content d'être allé à Lille et puis de pouvoir produire du contenu. Et puis, et c'est surtout Pierrick qui était là pendant 4 jours avant que j'arrive et qui a fait énormément de travail. Mais surtout, même au niveau des médias dans son ensemble, à part le Télégramme, qui est un média breton, hein, si je dis pas de bêtises, Oui. je crois pas qu'il y avait un seul autre média sur place. Il y avait Pinktoki, mais Pinktoki sur la compète faisait du contenu globalement pour Tom Guignard. Donc ça limitait énormément les possibilités. West France aussi, je crois. Un peu, ouais. Il avait fait un article notamment sur la galère de ceux qui se passent dans les meilleurs mondiaux pour les tournois avec tout ce qui est prize money, qui est très intéressant mais qui est malheureusement payant. Oui, donc c'est dommage quand même de réserver un groupe assez restreint, un article qui est aussi niche, pourtant. Mais bon, en tout cas, West France, t'as sûrement raison, mais j'avais rien vu passer. Donc, ça montre aussi qu'il n'y a pas eu énormément de contenu qui a été créé. Non, ouais, très peu. Et après, la compétition aussi, les feeders sont pas diffusés sur l'équipe ou sur quelconque média généraliste, donc ça aide pas non plus. Mais bon, c'était pareil pour Lille, donc voilà.
C'est ça. Et donc, les gars, si vous avez un dernier mot à dire sur le feeder d'Elbon, avant qu'on enchaîne pour une petite partie sur les comptes de l'ITTF en 2025. Alors moi j'ai une dernière chose par rapport aux jeunes. Je voulais juste citer deux noms, vraiment des deux joueurs qui m'ont impressionné. On va commencer côté français avec Nathan Pilar. Quand même les choses, les coups techniques qu'il a produits sur son double avec Nina Gozin notamment en finale. Il a quand même une sacrée main. Il a vraiment, il a un shop où il a un bloc, enfin il a des strawberries des fois loin de la table. Je me dis waouh, quand même il y a quelque chose chez lui et franchement régal à voir avec Nina Gozing. En plus je trouve que ce duo fonctionne vraiment très bien et j'espère que les deux vont exploser au même moment parce que ça peut être un très très beau double mix. Et puis aussi côté fille, Kokona Muramatsu, qui fait un parcours simple correct, mais surtout que je trouvais impressionnant son double avec Aoki. On sait, elle est très très jeune, mais franchement, on sait que côté japonais, chaque année, on a l'impression qu'on a une talent qui arrive comme ça. On a eu Miwa il y a quelques années, on a eu Ojio, on a eu Aoki, etc. Enfin bon, bref. Là, Kokona Muramatsu, c'est sacrément fort, hein. Quand même, en coup droit en revers, il n'y a pas beaucoup de faiblesse. Bref, j'attends de voir cette joueuse dans les Youth Contenders, mais surtout dans les compétitions adultes, parce que je trouve que malgré son jeune âge, elle a déjà un niveau, je pense, pour pouvoir performer sur ces tournois adultes. Elle n'avait pas été vernie au tirage. Parce qu'elle En tire plus. Pauline Chasselin qui a vraiment tout donné sur la compète. Et d'ailleurs, c'était un régal de l'avoir joué. Ouais. Parce que elle perd, je crois que c'est contre Bajor, son huitième qu'elle perd, Ouais. alors elle était en train de remonter. Elle perd 3-1. Je crois qu'elle met une 8-4 ou 8-3 Mm. dans la quatrième manche. Et elle s'écroule. C'est un peu dommage. Je crois qu'elle encaisse 8-4 et elle encaisse 7 points consécutifs. Mm. Mais justement, par rapport à Kokona Muramatsu, surtout, elle tire Pauline Chasselin et puis elle passe pas dans le cut des meilleurs deuxièmes. Ouais. Pendant cette heure. C'est comme ça. Mais en tout cas, sur le double, il y a quand même des sacrées fulgurances techniques. Et puis, juste parce qu'on l'a pas évoqué rapidement, à moins que Foucault ait un truc à dire aussi, Vladimir Sidorenko, c'est quand même un peu la désillusion du tournoi. C'était lui à tête de série numéro 1, parce que je regardais Phoenixing, je vois à tête de série numéro 2, j'étais étonné, bien évidemment, c'était Sidorenko, local en plus, parce qu'il c'est un joueur d'Enron, 35 mondial, tête de série numéro 1, et puis il se fait sortir dès le premier tour par Lin Chen-Yun, qui lui aussi a été éliminé juste après par Niagol Stoyanov. Donc voilà, sur un instantané, il n'a pas réussi à prendre le meilleur sur le Taïwanais. Ouais. Pour revenir juste 2 secondes sur Nathan Pilar, c'est vrai que quand tu vois son jeu, t'as l'impression de voir un peu un futur Simon Gauzy, quoi. Et le mec qui fait des coups un peu fous. Il a l'air vraiment de s'amuser à la table et c'est très sympa de voir ça. On a besoin de joueurs comme ça, en tout cas. Et pour du coup revenir sur Sidorenko, alors il perd en huitième, il perd au deuxième tour. Pas au premier. Au premier, il gagne contre Dit premier. Inuka et après, t'as dit premier. Ah pardon, je me suis emmêlé pour ça. Et donc après, il perd contre Lee Chun en huitième. Ah ouais, c'est une déception, surtout qu'après, Lee Chun, il voit pas le jour hein, face à Stoyanov. Donc, c'est une surprise en tout cas. Ouais, c'est étonnant, surtout que c'était chez lui, alors que je sais pas s'il a bénéficié d'un gros encouragement, mais en tout cas, ouais, c'est étonnant. Ouais, ça arrive après, mais bon, c'est peut-être effectivement la déception du tournoi. On s'attendait plus à ce qu'il aille loin en simple qu'il gagne le tournoi en double avec Lev Katzman, parce qu'on sent quand même que deux gauchers en double à ces niveaux-là, c'est compliqué. Surtout deux joueurs quand même relativement bons dans le coup droit, surtout Sidorenko. C'était un peu compliqué et ils ont joué, ils ont joué une paire d'or Bourrasso qui les ont quand même pas mal de fois fait entrechoquer, où on sent qu'au niveau des déplacements c'était compliqué. Mais ouais, donc ouais, Sidorenko en simple, c'est vrai que c'est vrai que j'ai omis, c'est vrai que j'ai parlé tout le temps de Feng, mais c'est vrai que ouais, on l'attendait presque cette finale avec Feng et bon, finalement, c'était pas un grand tournoi de sa part en simple.
Et donc justement, Foucault, à moins que tu aies une dernière petite chose à dire, par rapport on va basculer sur le rapport de l'ITTF qui a publié ses comptes, Damien, ses comptes pour la saison 2025. Est-ce qu'on peut s'en inquiéter, Damien? Oui, le ping n'existera plus. Non, non, je rigole. Non, alors pour revenir sérieux, les chiffres en eux-mêmes et ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, les premiers rapports, etc., des gens qui, d'ailleurs, on peut saluer d'ailleurs les gens qui ont pu en parler, etc., c'est toujours important parce que ça concerne notre sport, ça concerne aussi, ben voilà, Top sur Top, on anime les cours de tournois, etc., et là, ça touche vraiment que ce soit les tournois, les joueurs, etc. Alors, oui, parce que on a le bilan sur 2 ans, c'est-à-dire que le rapport, il était sur 2 ans, c'est-à-dire 2024 et 2025. 2024, on voit que globalement, relativement, l'ITTF et la WTT, donc en gros, ces deux organismes, donc l'ITTF, étaient relativement à l'équilibre. Donc ça, c'est toujours ce que recherchent les instances, être à l'équilibre pour, d'une certaine manière, être en capacité de pas être obligé de chercher de l'argent droite à gauche et donc d'être dans une situation plutôt pérenne. Et si possible, s'il y a un petit peu de marge dans le bénéfice positif, réaliser des investissements pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires. Là, en 2025, l'équation il est complètement différent. On annonce 14 millions de déficit donc entre entre le bénéfice, la recette globale et les coûts. Et là, il y a 14 millions de trous. Il y a 14 millions qui sont sortis. Ça vient surtout d'une énorme augmentation des coûts globalement d'ITTF. Alors, on en parlera peut-être un peu plus dans l'épisode de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un tel coût par rapport à 2024-2025. Mais oui, il y a des choses qui sont un peu inquiétantes. Au-delà d'une année mauvaise en déficit qui peut arriver à n'importe quelle entreprise du monde entier, la- l'impact qui est un peu négatif, c'est surtout l'endettement, les dettes fournisseurs. Quand on regarde un petit peu les résultats financiers un peu plus loin, on est passé de 17 millions de dettes fournisseurs à 35 en 2025. Ça, c'est quand même, on est quasiment à plus de la moitié de coûts de dettes en plus. Et ça, c'est quand même très Désolé, Damien, je inquiétant. te coupe, Ouais. mais d'être fournisseur, pour expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que ça signifie factuellement et réellement? Encore une fois, sur les bilans comptables, on n'a pas spécialement qu'est-ce que le tête fournisseur. Mais moi, ce que je suppose, c'est par rapport, je sais pas, à des prestations, par rapport au tournoi, des prestations, je sais pas, je dis n'importe quoi, des prestations de matériel, des prestations aussi au niveau, euh, je sais pas comment expliquer, mais voilà, table, balle, etc. Par rapport aussi au tournoi aussi, il y a aussi la dette par rapport aux joueurs. Et on apprend d'ailleurs dans ce rapport qu'il y a encore des joueurs qui attendent de l'argent, parce que c'est quand même une grosse préoccupation du côté de la WTT, parce qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont toujours pas reçu certains prize money de tournois, etc. Donc ouais, la situation, elle est quand même inquiétante, surtout qu'il y a eu quand même 2 annonces qui ont été faites par l'ITTF et la WTT. Tout d'abord, il y a eu la main au pot d'un des actionnaires, donc je crois que c'est l'actionnaire en question, c'est ceux qui avaient 15% de la WTT, c'est Sport Agency, en gros la société donc pékinoise donc qui a voilà World Sport Industry pardon, qui a 15% dans la participation de WTT, donc qui va remettre la main au pot pour autour de 9 millions d'euros pour pouvoir équilibrer un petit peu les comptes. Et puis on a su aussi le mois dernier que l'ITTF a d'une nouvelle fois cédé 10% des parts de la WTT à cette même à ce même enfin à ce même pardon à cette même agence. Donc pour une somme, je crois, c'était autour des 10 millions de dollars. Donc on sent quand même que du côté de l'ITTF, on essaie de trouver des solutions pour réduire un peu le train de vie, parce que très clairement, 2025, il y a eu là, il y a eu complètement. On s'est un petit peu emballé sur beaucoup de choses, notamment, on en parlera peut-être aussi. Ça concerne notamment 2 tournois hein, qui concernent un peu les préoccupations de ce match. L'US Match et l'Euros Match qui visiblement ont coûté extrêmement cher à l'ITTF. Euh, donc, Smash a peu rapporté. qui en gros ont énormément coûté et qui ont peu rapporté, et notamment l'US Match qui vraiment était un trou financier énorme. On l'avait déjà parlé un petit peu, que ça avait été un match un peu étrange avec peu de monde, etc. En plus à Las Vegas, donc on sait que voilà les coûts sont importants et visiblement
quand même, on passe d'une année 2024, bon, une année olympique, donc ça aide un peu, mais une année à l'équilibre, d'un seul coup, une année où bah, tu es obligé de vendre une partie de tes bijoux de famille, une partie aussi, tu es obligé de demander à tes actionnaires de combler un certain déficit. Bref, c'est quand même pas jojo, c'est pas la fin totale, mais c'est clair que ça doit obliger l'ITTF à devoir se restreindre à un petit peu de qu'on appelle un peu de voilà un peu de rétention enfin en tout cas il faudra moins dépenser, il faudra être un peu en récession un peu parce que bah tu peux pas continuer tous les ans comme ça à perdre 14 millions de dollars, c'est pas possible. Confirme la suppression de l'US Match en 2026, c'est ça? Non, c'est pas supprimé, pour l'instant c'est gardé, c'est ça là c'est ça qui moi me surprend, c'est que pour l'instant visiblement ça touche plutôt des tournois secondaires. Donc là, pour l'instant, le S-Match est conservé. Mais c'est vrai que quand on voit les bilans et quand on voit à quel point, quand même, ça. Notamment, j'ai vu le rapport de Virginia Sung, qui est une des vice-présidentes de l'ITTF et qui est chargée aux finances depuis la fin d'année 2024, 2025, pardon. Visiblement, il y a quand même un questionnement sur la présence de certains tournois. Bon, on ne sait pas, pour l'Argentine, par exemple, on va pas faire de corrélation, il y a peut-être d'autres raisons, mais on a l'impression quand même que le Star Contender de Londres, et puis globalement, on a l'impression que la WTT va réduire son nombre de tournois, parce que, ben, il n'y a pas, il y a pas vraiment, pour l'instant, de rentabilité financière. Donc l'US Match est Je parle de conservé. réduction de tournois. Est-ce que c'est plutôt le cas des feeders pour toi ou ça concernera des contenders et star contenders? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les feeders enfin le circuit feeder, d'ailleurs, on peut l'appeler comme ça, est aujourd'hui considéré comme un circuit secondaire par la Mm. WTT et même, enfin, c'est son nom, c'est un circuit secondaire. Et même quand on regarde, tu vois, sur les applis, on te propose les feeder series et ils sont pas dans les WTT series. Ils sont pas englobés dans cette catégorie-là. Donc, est-ce que pour toi, ça concernerait des feeders ou pas? Parce qu'on sait qu'aussi l'augmentation du nombre de feeders avait été plus que conséquente entre 2025 et 2026. Ouais, alors est-ce que ça va les concerner? Je pense que globalement, quand on parle à des dizaines de millions d'euros de chiffres, certes on veut réduire le plus possible, mais on s'attelle d'avant tout sur les tournois qui sont justement générateurs de coûts. Donc quand je parlais notamment peut-être de contenders, je pense que ça touchera peut-être un peu plus ces tournois-là. Parce que là, vu que c'est un peu dans l'univers WTT, qu'on est dans des contextes où voilà, on essaie quand même au niveau télévisé de produire un petit peu plus, on essaie un petit peu plus quand même de rendre la chose. En plus, les prize money sont un peu plus importants. Et comme je disais, il y a encore des joueurs aujourd'hui sur la fin d'année 2025 qui n'ont toujours pas reçu certains prize money. Donc, visiblement, selon encore le rapport donc le rapport général, Virginia Sung disait que c'était la première priorité, c'était que tous les joueurs puissent toucher l'argent des prize money de leur participation des tournois. Maintenant, la chose c'est que toutes les années, tu peux pas vivre à chaque fois à devoir rattraper l'année précédente, quoi. C'est ça qui est complexe. Pour l'instant, et c'est ça qui m'étonne, ils gardent pour l'instant l'US Match. Ça, c'est vraiment la surprise. Je pensais que c'était peut-être un tournoi vu la catastrophe de 2025 qu'on allait vite écarter. Bon, visiblement, ça reste quand même une des promesses de campagne de Petra Serling, c'est travailler en vue des JO, en construire un petit peu une base de ping aux États-Unis. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas si c'est un problème de choix de lieu ou juste tout simplement bah, que le tournoi n'a pas pris l'année dernière et qu'il fallait trouver d'autres solutions pour qu'il prenne avec plus de monde. Mais en tout cas, bah, ça creuse énormément de déficit. Et en fait, au-delà, en plus, c'est qu'au-delà du déficit, des dettes, ce que je veux dire, même la trésorerie, on est passé de 14 millions en banque, 14 millions de dollars en banque, d'après ce rapport, à 8 millions. Ça paraît pas énorme, mais quand même 6 millions de dollars, c'est à dire que ils ont dû, je pense, combler une partie de déficit via cette trésorerie. Moins tu as de trésorerie, plus c'est compliqué à survivre pour les années suivantes. Donc, encore une fois, le tennis de table va pas mourir, mais c'est clair que dans le système WTT, il y a un trou dans la raquette. Il y a une forme de gestion qui ne va pas dans le système actuel. Et est-ce qu'on pourrait pas, sur le S-Match, on dit peut-être que c'était pas le bon lieu, etc. Peut-être aussi que le ping aussi, c'est pas un sport qui intéresse les Américains aussi. Oui. C'est ça, faut le prendre en compte.
Oui, il y a des types de sports qui intéressent beaucoup les Américains. Et je suis pas sûr que les caractéristiques du ping correspondent vraiment à l'idée que se font les Américains du sport. Donc on va voir, peut-être que ça va mieux marcher là, mais j'ai des doutes. Je pense que c'est surtout pour préparer 2028, mais pour moi, pas une, un intérêt pour le ping, ça se crée pas en juste, bah, on va mettre un tournoi là, ça va les intéresser, bah non, je suis pas sûr, je pense ça va vraiment au-delà et alors peut-être qu'il y a d'autres actions menées plus de manière locale, etc. Mais regarde juste mettre un tournoi en disant bon ils vont s'y intéresser. En vrai ça marche pas comme ça et on l'a vu l'année dernière. Alors on va espérer que ça marche mieux cette année, mais j'avoue que j'ai beaucoup de doutes. bah, surtout que Alors, la question, elle est pas que sur le S-Match, il y a aussi l'Europe Smash qui visiblement a été un mouroir financier l'année dernière, ce qui a été un peu plus l'Europe massif. Smash, à la rigueur, tu peux le changer de localisation, non? Ouais, Parce que voilà, mais justement, c'est peut-être ça que la WTT envisage, parmi d'ailleurs les rumeurs qu'on avait relayées l'année dernière, peut-être qu'on allait changer de localisation dans l'Europe Smash pour attirer peut-être un public plus important, ou en tout cas voilà, peut-être un public plus important pour une semaine de compétition comme les Smash, et si possible peut-être à des dates qui sont peut-être plus propices. Enfin bon, bref, ouais, à voir, mais c'est clair que ces deux tournois-là ont quand même un petit peu retenu les intentions quand même. tu vois, je doute pour le Smash qu'il y ait beaucoup de différences au niveau de l'organisation, de la rentabilité, de tout ce que ça va rapporter au niveau des gains entre le tournoi, bah, l'année dernière, c'était Las Vegas, et cette année, où ce sera Los Angeles. Il y aura peu de différence. Et justement, pour poursuivre par rapport à ce que Foucault avait dit sur le Smash, euh, est-ce que l'ITTF a pas un peu fait les choses à l'envers? On organise un tournoi qui plus est aux États-Unis, où il y a déjà énormément de sports qui affluent, lorsque le sport en question a déjà une certaine popularité. On ne démocratise pas un sport en implantant un tournoi de quasiment de premier rang dans ce pays. Enfin, pour moi, on a fait les choses à l'envers. On voit qu'un pays est un grand pays de ping, est un pays où il y a une énorme ferveur. On implante un tournoi. Pas l'inverse. On ne va pas créer une ferveur en implantant un tournoi. Je trouve ça très étonnant comme manière de faire. Juste par rapport aux feeders, quand je t'avais posé la question au niveau des feeders, ce qui pourrait diminuer, moi justement, ce qui était un peu frappant et même au niveau de quand la WTT avait sorti le calendrier des feeders et des youth contenders et star contenders, c'était que le nombre de feeders était passé de 19 à 30 entre 2025 et 2026. Alors certes, ce sont des dépenses, comme tu as dit, assez mineures, et, euh, et même quand on voit les prize money des joueurs, et ça m'avait un peu fait rire jaune justement quand j'avais vu, quand j'avais écouté et regardé l'interview très intéressante de Florian Bourassa par Pink Toki, d'ailleurs qu'on salue pour leur bon travail. Il disait que lors de leur premier tournoi en double avec Esteban, qui remporte justement le premier tournoi qui remporte, ils avaient gagné chacun, taxe déduite, 60 euros. Et c'est pour ça que je me dis, certes, les feeders ne doivent pas coûter énormément, mais quand ils ont presque doublé, enfin en tout cas multiplié par 1,5 le nombre de feeders d'une année sur l'autre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là? Et petite question pour toi, parce que on l'a vu, tu es quand même celui qui s'y connaît le mieux sur ce dossier-là. Est-ce que pour toi, le fait que l'ITTF cède encore 10% de ses parts du circuit international à un actionnaire qui était déjà présent va faire perdre encore plus de contrôle à l'ITTF, ce qui pourrait être préjudiciable pour la suite et pour la pérennité du système WTT? Alors déjà, j'ai l'impression en lisant un petit peu les communiqués, notamment de Petra Serling, quand je regardais l'article de Sports Business, sur cette question, Petra Serling l'a répété, l'ITTF aura toujours la majorité et voudra toujours être, on va dire, l'acteur majoritaire de la construction du circuit mondial. Maintenant, là où ta question elle est légitime, c'est que malgré tout, ben, c'est un cycle, on l'a vu notamment dans le football en France.
quand tu vends une partie voilà, à un actionnariat autre, par exemple, je dis 15-20%, ben, c'est 15-20% de ton cash flow qui va être réduit et qui va être attribué à cet actionnaire-là. Donc, c'est vrai que c'est un projet court terme. Là, on est vraiment sur le court terme en ce moment, les TTF. On ressent vraiment là-dessus. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on voit le rapport, enfin, quand on voit le conseil général et quand on voit les bilans, Petra Sörling parle d'une année historique. On parle uniquement d'un aspect. On a pu livrer 150 000 tables. Enfin, bon, j'ai dit des chiffres au hasard, mais sur 200 pays, l'ITTF représente plus de 200 pays. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu vois ensuite le rapport de Virginia Sung, qui maintenant est délégué aux finances. Là, tu as l'impression que là, ça casse complètement le délire. Bon, il faut trouver des solutions. On a plein de dettes dans tous les sens. Voilà, c'est. Après aussi, il y a une question aussi, ça vient aussi de la pérennité politique de l'ITTF. On rappelle aussi les dernières années les tensions politiques qu'il y a eu, notamment à la réélection de Petra Sörling, les contestations des adversaires de Petra Sörling sur la véracité du vote, etc., de tricherie ou pas. Bon, visiblement, le tribunal arbitral du sport a donné raison au clan Petra Sörling, mais en tout cas, c'est vrai que du côté de l'ITTF, on a aussi passé toute la fin d'année 2024 et 2025 à essayer de constituer une partie déléguée autour de Petra Sörling, et qu'il y a eu quand même pas mal de départs qui ont suivi. Il y a eu par exemple celui qui était aux finances, Michael Brown est passé maintenant, qui était jusqu'en 2024, est passé du côté de la WTT. Ensuite on a eu Ala Meshref, j'ai plus le nom en tête, qui maintenant n'est plus au sein du conseil, donc maintenant, enfin il est maintenant plutôt autour de l'éducation, etc. Donc maintenant c'est Virginia Sung qui représente plutôt l'Amérique du Nord. Tu sens que dans ces questions-là, on a dû reporter énormément de dossiers et que finalement, fin d'année 2025, il fallait commencer à bosser sur les comptes. Et là, on s'est rendu compte, ah mince, là, il y a eu des choses faites. Encore une fois, je ne maîtrise pas tous ces dossiers-là économiques. J'encourage tous les gens qui écoutent ce podcast-là à venir de leurs commentaires, justement des gens qui sont justement plus spécialisés sur ces questions-là. Parce que c'est vrai que ça concerne quand même une partie du ping. On rappelle que l'ITTF représente toutes nos fédérations. Elle représente la Fédération française de tennis de table. Et que s'il devait y avoir des grosses difficultés du côté de l'ITTF sur le plan financier, et même sur un plan politique, ça va aussi aller sur nos fédérations. Donc c'est quand même des sujets qui sont importants. On verra les réponses à cela. Et justement, est-ce qu'il y aura des causes justement à restreindre un petit peu maintenant le budget. Mais c'est vrai que moi, je vais finir là-dessus. On est passé d'un tennis de table qui a été sous-développé pendant très longtemps, où on a très peu tenté jusqu'à 2019. Et pour le coup, l'ITTF a eu peut-être la bonne idée d'essayer de secouer le cocotier en disant on va créer un nouveau modèle, un nouveau circuit, un circuit qui va être un petit peu plus attractif, etc. Pour que finalement, il y a des joueurs qui sont toujours pas financés, des tournois qui vont peut-être être annulés ces prochains jours et qui va complètement déséquilibrer les calendriers de chaque joueur. On a aussi des difficultés. Bref, est-ce qu'on aura 4, 3 ce match? On ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment planifier. Et pour les joueurs, c'est un enfer, quoi, de ne pas pouvoir planifier leur calendrier pour l'année suivante. On espère que finalement cette situation va être quand même résolue, que tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est clair que c'est une année 2025 qui a visiblement, que ce soit politiquement et financièrement, a été chaotique quand même pour l'ITTF. Ça, justement, au niveau du calendrier, je trouve ça un peu regrettable parce qu'on s'était tous réjouis. En tout cas, moi, je me souviens, sur les réseaux sociaux, le média s'était pas encore formé, mais au moment de l'annonce du calendrier 2026, c'était vers le 10 août, quelque chose comme ça. On s'était tous réjouis que cette annonce soit assez prompte assez prompte et surtout assez avancée. Alors que d'habitude, on a les calendriers, si c'est pas en décembre, on a de la chance quand c'est le calendrier WTT. Oui. Et là, il avait été annoncé, comme je dis, début août. Donc, on était tous même surpris par cette annonce parce qu'elle n'avait pas été amorcée ou quoi que ce soit. On n'avait pas eu de pré-annonce, de teaser. On va vous montrer le nouveau calendrier avec plein de nouveautés, tout ça. Et puis, on avait vu même beaucoup de stabilité avec la très grande majorité des tournois qui avaient été reconduits. Et là, de voir qu'il y a ces mouvements, le Star Contender de Londres qui se transforme en Star Contender d'Astana, qui est pas du tout au même endroit. Et puis le tournoi de Buenos Aires qui est tout simplement supprimé. Alors certes, c'est pas uniquement du fait de la WTT, on l'a dit notamment même sur le post qu'on a fait hier, mais ils sont quand même supprimés et en fait
Et coupe-moi si je dis une bêtise, mais quand on voit que la Fédé argentine a des problèmes, est-ce que, la WTT n'aurait pas pu essayer de prévoir ça en quelque sorte? Et deux, est-ce qu'elle n'aurait pas pu essayer d'aider la Fédé juste juste pour essayer que le tournoi puisse avoir lieu? Il y a annulation, c'est que tout simplement, on en vient sur les discussions qu'on a eues au préalable. Je pense que tout simplement, l'ITTF aujourd'hui ne veut plus accorder d'aide, quoi que ce soit, pour essayer de maintenir quelque chose. Que là, maintenant, on essaie d'être dans une forme de régulation. On veut un petit peu freiner un petit peu les ardeurs au niveau économique. Et que je pense que on s'est dit, bon, bah, ok, il n'y a plus de tournoi en Argentine. Voilà, vous pouvez pas financer. Nous, on peut pas vraiment combler ce que vous pouvez pas financer. Bah voilà, on peut pas avoir de. Peut-être que par exemple, des plus grosses instances, des sports qui sont beaucoup plus médiatisés, diffusés, avec des droits TV, on en vient encore aussi aux sources de revenus aussi de l'ITTF, qu'on peut un petit peu en parler, mais en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est que l'ITTF, la WTT, aujourd'hui, on veut, peut-être pas cette année, mais peut-être pour les années qui vont suivre, peut-être beaucoup plus être sur un plan d'aller dans des endroits où on est sûr, entre guillemets, qu'il n'y aura pas de perte économique et qui sera bien pour l'aspect visuel, déjà d'avoir un peu plus de monde en tribune, et puis aussi peut-être réduire le nombre de tournois par rapport à ce qui avait été un petit peu envisagé au début du projet pour assurer la pérennité, parce que actuellement, dans l'état actuel des choses, non, vu les dettes, vu les déficits, la situation elle est pas pérenne. Non, mais euh, aussi, le problème, c'est que tout ça, ça coûte ça retombe principalement sur les joueurs, en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Je veux dire, là, les joueurs, il y avait beaucoup qui avaient prévu une tournée sud-américaine, et du coup, ils savent pas quoi faire, là. Ils savent pas quoi faire. Et ouais, je trouve ça me désole un peu parce que il y a des joueurs, de joueurs qui ont des femmes, des enfants, qui ont un calendrier très précis, qui doivent le respecter et on vient les perturber comme ça et je trouve ça personnellement très embêtant. Et, et, euh, et ouais, ouais, ça m'embête beaucoup en tout cas. Et, euh, et voilà. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Foucault. Enfin, t'as tout dit, c'est ça le plus important à retenir, parce que finalement, même si, enfin, évidemment, Damien, tout ce que t'as dit est intéressant, les rapports, tout ça, mais au final, le problème, c'est que ça se répercute sur les joueurs et que, bah, au pire, même si c'est regrettable, le contender de Londres est remplacé, le star contender de Londres, pardon, est remplacé par celui d'Astana. Par contre, celui pardon, le contender de Buenos Aires, il part aux oubliettes et ça veut dire que les joueurs pourront tout simplement, vont avoir un calendrier qui va être tout simplement tronqué. Et voilà, quand tu articules tout ton calendrier autour de certains tournois, de certaines tournées, que, comme tu as dit, tu as une femme, des enfants, une vie de famille à gérer, que même tout simplement, en fait, aujourd'hui, enfin, ces joueurs, c'est leur métier, donc tu peux pas leur dire au dernier moment, ah bah non, vous pourrez pas. Et puis ça réduit quand même cette tournée américaine et ouais, c'est vraiment désolant. Je suis d'accord avec toi. L'autre problème aussi que je détecte, c'est je pense qu'il y a eu une volonté depuis longtemps de l'ITTF de s'inspirer du voisin ATP de tennis. Bon, ça se voit avec les cast smash, etc. Il y a eu clairement une volonté de, un peu, on pourrait dire, entre guillemets, de copier le système de tennis, sauf que le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes budgets et du coup, je pense qu'il y a eu aussi, peut-être aussi une petite enflammade à penser que tu peux organiser autant de tournois que ce qu'on peut voir en tennis et que ça pourrait se faire. Donc voilà, on va espérer que ça change la ligne de mire aussi euh, pour 2026 parce que bon, alors on en est pas là évidemment, aujourd'hui on en rigole, mais on va quand même de la survie du circuit j'espère que ça va réagir et qu'on aura quand même des meilleurs comptes de 2026 que
que ce qu'on a pour 2025. Oui, surtout que en plus, c'est ce qui non, mais vous avez vraiment raison de parler des joueurs, etc. Moi, je vais paraître comptable. Je suis pas du tout comptable, justement. Je engage les gens qui ont un peu plus de connaissances là-dessus à en parler. Mais, ouais, c'est clair que aujourd'hui, en plus, ça en vient aussi un peu du modèle parce que on parle du circuit ATP, etc., qui était un peu la genèse un peu de WTT. Ouais, mais par exemple, sur les revenus d'ITTF, t'as 52 millions d'euros qui proviennent des revenus un petit peu des circuits, etc. Mais t'as quand même quasiment 6 millions qui reviennent aussi aux dotations du CIO. Donc c'est quand même un sport qui est un peu, qui est un peu sous perfusion des sponsors, des sponsors asiatiques, notamment venant de la Chine. Enfin, dernièrement, par exemple, le championnat du monde par équipe, il y a eu l'association du ministère de l'Agriculture, enfin en tout cas de la Banque d'Agriculture de Chine, etc. Enfin, tu sens que pour l'instant, il y a un modèle où il y a pas encore vraiment, on n'a pas encore pris conscience de comment on allait le structurer. On veut le faire monter en puissance, mais finalement, on pensait à la base, je pense pas que les gens sont bêtes à ce point-là. Je pense qu'on s'est dit, on va augmenter un peu la valeur du prestige de la WTT et ça va revenir un peu aux joueurs à la fin, à nous, aux actionnaires, mais puis après aux joueurs. Sauf qu'en fait, finalement, les premières victimes de ça, c'est les joueurs. Et c'est souvent un peu le cas, malheureusement, quand il y a les premières difficultés. Et quand même, merci Foucault d'avoir remis les joueurs au centre du débat parce que c'est sûr que sans eux, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de circuit WTT. Et donc voilà, Damien, à moins que tu aies une petite dernière précision à nous faire parvenir, je pense qu'on peut conclure ce débat et pardon. Et cet épisode. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, pour voir toujours plus de top sur top et être au courant de toute l'actualité pongiste internationale ou d'ailleurs nationale également. Et puis merci à Damien et à Foucault pour ce podcast. Et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao à tous! Salut. C'était Top sur Top.